Je suis ici aujourd'hui parce que je me prépare pour les championnats du monde en Mongolie en juillet. Puis je suis avec Coach Gus parce qu'on va refaire une évaluation. On va regarder tout l'historique de blessures, le profil neurotype, la nutrition, les suppléments, la posturologie, la motricité, la biomécanique, toutes les choses qui vont m'aider à mieux performer, à rester en santé, puis à optimiser ma performance. Fait qu'on va faire une évaluation complète de tout ça. On les a déjà fait, mais on les réévalue, ça fait une couple d'années, on est un petit peu dessus. Ouais. Puis on va tout filmer ce qu'on a fait. Fait que si ça vous intéresse de voir qu'est-ce qui va en arrière de ça, en arrière de la préparation. Il reste 6 semaines, fait que j'ai des couchers doubles à mettre d'ici là. Puis si vous avez des questions, écrivez-nous après pour tout. Le premier point qu'on veut regarder, ça va être la fréquence à laquelle tu veux t'entraîner. C'est comme par le passé, on faisait du 4, des fois 5. Ouais, alors là, ça va être. Il y en a 2 sûrs, le lundi, mercredi, avant le cours de Nongui, je peux le faire. Puis si je peux avoir soit des petites sessions de 15-20 minutes de rehab. Rehab, ça, je la ferai comme le matin en dehors, soit chez nous. C'est sûr qu'en termes de muscu, j'ai moins de temps qu'avant. Ça va pas être de développer autant de performance. C'est quasiment plus juste m'empêcher de me blesser que de. Plus en prévention. Ouais. Fait que j'ai le lundi, mercredi, j'ai à peu près 1 heure. Puis le reste du temps, ça peut être des petits blocs de 15-20 minutes que je peux faire à la maison. À la maison. Ou, entre les cours, mais ce sera plus des gros workouts comme avant, 4-5 fois semaine que je faisais. Là, dans le fond, c'est plus au niveau santé. Est-ce que tu as développé des nouveaux problèmes de santé? Fait qu'il y a toujours rien à ce niveau-là. Ta blessure, t'en es rendu où? Ben, depuis le début, j'ai l'hernie que c'est réglé, entre guillemets. En ce moment, j'ai pas d'autres blessures, des petits bobos, au niveau des épaules, le cou est fragile, mais j'ai pas de blessure majeure là, que je peux pas m'entraîner avec. Mais c'est sûr que épaules, cou, bas de dos, c'est des zones que si je m'entraîne pas, ça reste sensible. Ouais, ben le bas de dos, ça va beaucoup avec ton profil neurologique. Là. Ouais. Le cou puis l'épaule, c'est-tu en lien avec l'hernie? Non. Non. Là, présentement, avec Mathieu, c'est ça que tu fais traiter. Donc, beaucoup ton épaule, ton cou. Ouais, exact. Puis c'est quasiment plus préventif aussi, là. Dans le sens que je pourrais ne pas y aller, je serais capable de vivre, mais je me dis, tant qu'à avoir cette ressource-là, j'y vais. OK. Fait que là, tu y vas plus dans le fond dans le symptomatique. C'est vraiment juste pour. T'as pas eu d'opération depuis non plus. Non. Depuis la dernière fois, t'as pas eu d'autres fractures. Je pense que la dernière qu'on avait eue, c'était cheville. Ouais, non. Tes consommations, il n'y a rien qui a changé là-dedans. Je consomme plus. Zéro. OK. Fuck. Supplément alimentaire, est-ce qu'on est encore pas mal dans ce qu'on faisait? Ou là, t'en as comme plein de nouveaux? Parce que je sais que j'ai pas mal expérimenté sur moi-même, puis je vois que souvent tes essais. Là. Ouais. Matin, multivitamine, zinc, vitamine D. Puis glycine, je le prends juste 3 à 5 jours sur 7. Je le prends pas à chaque jour. T'as-tu une raison? C'était juste Huberman, il disait qu'il le prenait pas en permanence, fait que je l'ai diminué. Juste pour voir si je vois une différence. J'en vois pas tant que ça. De temps en temps, je vais prendre alpha-GPC, mais pas en permanence. Je le prends quand que je veux être plus focus. Je le prends comme selon ce que tu as à faire. Ouais. Le soir, magnésium, oméga 3, puis L-théanine. C'est ça. OK. Ouais. Ça fait créatine 5 jours semaine, BCA. BCA, même fréquence? Ouais. Puis ta créatine, tu prends monohydrate, hein? Ouais. Tu la consommes avec quoi? Soit avec de l'eau BCA ou avec un mix de Gatorade dedans. Ou tout ensemble. Ben, tu sais, avec tes BCA, il n'y a pas de problème, mais au moins minimum tout le temps un peu de Gatorade dedans. OK. T'sais, parce que ta monohydrate, dans le fond, la molécule d'eau qui est couplée avec est encore entière. Mm-hmm.
Fait qu'elle passe pas au travers de ta paroi intestinale tant qu'il n'y a pas l'insuline qui vient ouvrir les voies. OK. Fait que si tu la prends sans prendre de sucre avec, tu n'auras jamais l'effet escompté parce qu'elle va faire ce qu'elle a à faire, c'est pomper de l'eau. Elle va le faire dans ton intestin au lieu de le faire dans ton système, dans tes veines. Ouais, c'est vraiment rare que je le fais sans Gatorade. Là. C'est comme, tu sais, mettons, un matin, je savais que je m'entraînais pas, fait que je n'ai pas pris de Gatorade, mais c'est exceptionnel. C'est la majorité du temps. Ouais, je te dirais même dans ces temps-là, je le ferais parce que sinon, Ouais. tu pars comme. Ça sert à rien. C'est ça, exact. Tu ne l'assimileras pas puis tu t'en serviras pas non plus. Ton cycle de sommeil, est-ce que les choses ont changé? C'est mieux qu'avant. Mieux qu'avant? Ouais. Avant, j'avais de la misère à dormir. Là, tu n'as plus de difficulté à t'endormir. À m'endormir, j'ai jamais eu de misère. Je me réveillais beaucoup ou je me levais le matin pas. Puis les éveils nocturnes aussi. C'est similaire. T'en as encore? Non. Des fois, là, c'est très rare, mais ces temps-ci, depuis comme un mois et demi, je me réveille tôt. Je me réveille comme à 6h, 6h30. Puis des fois, je me rendors, des fois, je ne me rendors pas. Ça fait un mois et demi à 2 mois que je me réveille plus vers 6h30 que plus tard. Hein. Mais en même temps, je me sens pas genre exténué. Tu te couches vers quelle heure? 11h30. Ouais, fait que c'est quand même pas si mal. T'es dans un cycle qui a bien de l'allure quand même. Au niveau de la durée du sommeil. Ouais. Mais c'est ça, avant, je me couchais à 11h30 puis j'avais de la misère à me lever pour m'avoir. Fait que... Puis ton réveil le matin, combien de temps tu sens la fatigue matinale? Tu clutches ou? Quand même, mais depuis que je vais dehors le matin, que la lumière du soleil, je me réveille pas mal plus vite le matin qu'avant que je me mette à faire ça. Bon, ben, c'est le protocole de Huberman. Ouais, J'ai vu aussi que tu avais les tablettes de lumière dans ton bureau. Ouais, c'est ça. Fait que l'hiver, je m'en sers, là. Mais sinon, j'essaie je vais tout le temps dehors 10-15 minutes le matin. Puis depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai une bonne différence. Une bonne différence. OK, fait qu'on est rendu à l'éval neuro. T'sais, dans le fond, on l'avait déjà fait, le profil complet, puis si tu peux comme expliquer c'est quoi mon profil, c'est quoi les particularités spéciales en général par rapport à l'entraînement, à la nutrition, qu'est-ce qui est particulier par rapport à ça? Ben, en fait, ton profil, c'est le profil 3. Okay. Fait que, mettons, moi je l'aime beaucoup le catégoriser comme le profil cartésien. Okay. La plus grande particularité de ce profil-là, c'est que c'est pas un profil qui a le bagage athlétique ni le côté compétitif le plus développé. En fait, c'est souvent même ceux qui ont le moins tendance à se diriger vers la compétition ou les sports si c'est pas quelque chose qui est un besoin ou qui semble que ça va leur apporter quelque chose. Fait que, c'est particulier dans ton cas parce que t'es un gros compétiteur, là. Mais mettons que t'es comme un peu l'exception à la règle de ce profil-là. T'es pas le seul, là. Mais souvent, tu sais, il y a quelque chose derrière qui est un motivateur qui te pousse là-dedans. Ce qu'il faut garder en tête, dans le fond, tu as des neurotransmetteurs qui sont des activants, puis tu en as d'autres qui sont là pour calmer, si on veut simplifier ça au plus simple. Puis dans les activants, toi, tu as 2 neurotransmetteurs qui sont dominants, c'est-à-dire la dopamine puis l'adrénaline, qui marchent souvent un peu ensemble. Si on regarde de l'autre côté, dans tes inhibiteurs, ben là, on se tombe dans l'autre côté. C'est que ta sérotonine et tes GABA sont, eux, déficitaires. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on parle de dopamine et d'adrénaline, tu as une très grande sensibilité. Fait que tu as besoin de très peu de stimulation pour avoir une forte réponse. Fait que te motiver, c'est hyper facile. Quand on regarde, par contre, de mettre un frein à ça, c'est vraiment difficile. Parce que là, tu n'as pas une grande sensibilité. Tu as beaucoup de présence de GABA, beaucoup de présence de sérotonine, mais tu reconnais mal le signal, tu n'as pas une bonne facilité à les utiliser pour te ramener dans un état de calme facilement. T'sais. Ce qui fait que ça nous amène à la particularité la plus importante. Ce profil-là, dans toutes les sphères de ce qu'on va faire ensemble, c'est la gestion du cortisol qui va être la plus importante. Si on ne réussit pas à créer une bonne balance dans ton cortisol, on ne peut pas provoquer de changement positif. Puis de toute façon, toi, tu ne te sentiras pas bien. C'est souvent quand ton niveau de cortisol est plus élevé que tu vas te retrouver comme soit plus fâché, soit plus dépressif, soit plus léthargique. Le cortisol voulant dire le stress. Oui, exact. La réponse au stress. Parce que ça peut être aussi positif que négatif. Dans le sens où pendant ton entraînement,
autant de joues que ce qu'on va faire ensemble. On veut provoquer une montée du cortisol parce que c'est ce qui va nous amener à faire des résultats au final. Mais ta particularité, excuse-moi, ta capacité à t'en débarrasser après pour faire ton retour au calme puis tomber en mode de récupération, c'est ça qui est le plus crucial parce que c'est le point qui est le plus difficile à avoir à toi. Fait. Si j'en stimule trop pendant tes entraînements, je nuis à ta capacité de revenir rapidement profiter des fenêtres de récupération. Toi, tu es un athlète naturel, puis la plus grosse différence qu'on a avec un athlète naturel puis un athlète qui est sur les anabolisants, c'est que l'athlète sur les anabolisants, je vais essayer de parler, lui, il n'a pas besoin de provoquer la protéosynthèse dans un muscle en le travaillant pour que le muscle grossisse ou se récupère ou se régénère. Tandis que toi, qui ne prends rien, si tu n'entraînes pas ton muscle, ben, il n'y a aucune raison d'activer une protéosynthèse locale là-dedans. Puis pour que cette protéosynthèse-là ait lieu, on a une fenêtre de 12 à 36 heures après ton training, après avoir entraîné le muscle, où tu vas avoir plus de chances d'en profiter. Mais tant que ton système digestif ne s'est pas débarrassé du cortisol résiduel, ça n'arrivera pas. Fait, c'est pour ça que je dis que ta gestion de cortisol est critique dans ce qu'on va faire, parce qu'on peut facilement dire « j'en tiens pas compte ». T'as entraîné, t'as un super bon workout, puis zéro profit dans ta protéosynthèse, fait aucune récupération, aucune surcompensation, puis ton training, c'est comme si tu l'avais fait pour rien. Même à la limite, on pourrait se ramasser à te rendre moins bon que tu l'étais au départ. Fait que ça va être beaucoup dans la gestion de ton volume d'entraînement. On va faire moins d'exercices, souvent plus de séries, puis j'aime beaucoup commencer à travailler avec le ratio de perception de l'effort, c'est-à-dire qu'on va se donner une échelle de 1 à 10 pour quantifier ton effort plutôt que des pourcentages comme on a déjà fait. Ce qui va faire que si tu tombes dans une journée où tu es moins dedans, ben tu vas peut-être te sentir à ton target de 7 ou de 8 plus tôt, avec une charge moins élevée, mais on va être capable de s'entraîner dans le bon ratio d'effort de ce qu'on veut. Puis j'aime ça garder ton ratio d'effort un peu plus bas, mais quitte à faire plus de séries. Fait qu'on va se tenir tout le temps plus loin de l'échec pour casser un peu tout ce qui est dégâts mécaniques, puis réduire la production de cortisol. Puis faire plus de séries pour accumuler le même volume d'entraînement, mais en plus de temps. Séries plus simples aussi, moins de supersets, moins de trucs, puis moins de gestion aussi dans tes temps de repos. Je pense que tu vas l'avoir déjà senti avant. Quand tu fais une série, tu as besoin d'un temps pour que ta tête revienne à 100% dans ton exercice. Puis plus c'est dur, plus tu as tendance à prendre longtemps. Fait j'aime mieux qu'on reste dans un volume, une intensité où tu es capable de rester focus plus facilement là-dedans. Fait, du point de vue training, ça va être vraiment ça. T'sais. Meilleur warm-up, meilleure activation. Puis ce qu'on va chercher à faire, c'est créer de la confiance dans ton mouvement. Fait qu'on va utiliser une triple progression au niveau de tes exercices. Autant, ben ça va être un peu différent dans tes exercices de rehab, mais autant tes exercices principaux que secondaires. C'est-à-dire que ta première progression, c'est de te sentir confiant envers ta technique d'exécution. Quand ça, c'est là, on veut augmenter ta vitesse d'exécution. Quand ça, c'est là, tu as le droit d'augmenter ta charge. En essayant de rester dans ton RPE. Puis ça peut se faire, si c'est un bon workout, tout dans le même workout. Puis ça peut prendre plusieurs semaines avant de maîtriser tout ça, mais ta progression va toujours être là-dedans. Fait que, technique, vitesse, charge. Du point de vue nutritionnel, ben là, c'est ça. On en parlait tantôt, tu sais. On n'a pas besoin de stimuler ta dopamine, ton adrénaline, c'est déjà facile dans ton cas. Puis ce que tu fais au niveau de ton protocole de supplémentation, c'est déjà un peu dans cette zone d'idée-là, là, sortir le matin pour provoquer ta dopamine plus tôt, le zinc, puis les autres suppléments que tu prends le soir pour ramener le côté inverse. Nutritionnellement parlant, les deux choses qui vont t'aider le plus, c'est produire plus de sérotonine. Okay. Fait que là, les choix d'aliments qu'on peut aller chercher, je vais souvent utiliser beaucoup les glucides pour venir aider avec ça. Mais tu sais, comme on l'a déjà fait, là, des déjeuners de gruau, c'est quelque chose qui devrait super bien réussir avec toi. Haricots, lentilles, riz sauvage, ainsi de suite. Puis tout ce qui va aider à être anti-inflammatoire aussi va venir nous donner un coup de main. Puis tout ce qui peut aider aussi à produire du GABA. Fait que la glutamine peut être un atout. Parce qu'elle va t'amener à avoir ton break à bras, si on veut. Fait que ça peut être super intéressant. Puis tout ce qui est en gestion du cortisol. Puis quand on parle nutrition et gestion de cortisol, ce qu'on veut, c'est glucides. Okay. Le seul problème qu'on a avec ton profil,
c'est qu'à cause que vous êtes souvent en cortisol chronique, vous êtes quand même très réactif à ça, euh, votre sensibilité à l'insuline est moins forte. Fait qu'on a besoin de glucides pour ramener le cortisol en bas, mais si tu as des glucides en trop gros volume trop souvent, là, c'est que ton système devient plus résistant, puis tu as de la misère à les métaboliser correctement, puis tu engraisses. Fait que c'est plus la fréquence. Puis la meilleure chose qu'on peut faire, c'est un peu ce que tu fais avec ton alpha-GPT. Quand tu sens que tu vas en avoir besoin, tu as besoin d'être focus, tu as tendance à le prendre. Fait que finalement, ce qui nous reste à regarder, c'est un peu plus au niveau des suppléments. Mais on l'a déjà vu ensemble, tu les prends déjà présentement. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est tout même principe que ta nutrition. Tout ce qui va aider à produire plus de sérotonine, puis tout ce qui va t'aider à réduire les effets du cortisol. Fait que pour ce qui va être de produire plus de sérotonine, ben, ton zinc, ton L-théanine que tu prends vont déjà aider dans ce sens-là. Après ça, la glycine, c'est pas mal mon superstar pour ce qui est de la gestion du cortisol, parce qu'il vient vraiment amoindrir les effets négatifs. Puis en même temps, ben, il va t'aider à rester plus focus, ce qui n'est pas une mauvaise chose aussi sur le side effect. Puis il y a un bon effet sur ton cycle circadien. Au niveau de ton cycle de sommeil, c'est quand même super intéressant à voir, mais là, c'est pas mal réglé par rapport à des situations qu'on avait avant. Là. Il n'y a pas de formule miracle. C'est tout le temps la même chose avec le type 3, c'est gestion du cortisol, production de sérotonine. Là-dessus, c'était pas mal bien cerné. Ce qu'on va changer beaucoup plus, c'est dans les stratégies d'entraînement qu'on faisait avant versus ce qu'on va faire maintenant. Je vais commencer par tes mensurations. Là, j'ai déjà les résultats avant. On pourrait comparer, mais ça fait tellement longtemps que ça ne me parle pas beaucoup, mais ça me donnera une idée pour plus tard. Tu peux juste croiser comme ça ici. 87 cm. On donne quand même un ratio par inch qui est pas mal dans la normale. 63. Comme je te disais, ça nous parle pas tant aujourd'hui. Ça va plus être une mesure de progrès pour une prochaine évaluation de ta composition corporelle. On va regarder maintenant avec les pinces qu'est-ce que ça dit. On va commencer ici. Ça se peut que ça pince un peu, mais c'est plus rare dans le cou. 5.8, quasiment que je monte à la pointe des pieds. Force ton triceps pour enlever. Parfait, relâche. Super, 9. .9. Là, on va mettre ici. Point 4. On va tourner ton pied en rotation externe. Celle-là, il y a un petit peu plus d'adhérence. 13.3. Aujourd'hui, comme je te disais, les circonférences ne nous parlent pas tant que ça. Ce que je voulais voir, bon, c'est plus un peu comment ça se passe. Puis, si tu veux comparer, ça va pouvoir te donner une idée. Ici, dans le fond, on a tes mesures de la dernière évaluation qu'on a faite ensemble en 2020. Puis aujourd'hui, nos mesures ici. Fait que mon système va toujours highlighter 3, qui va être les 3 les plus hautes selon toutes tes mesures. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont problématiques en tant que tels. Puis
ce qui m'intéresse plus, moi, c'est surtout la relation entre tes différentes mesures. Parce que si on prend par exemple ton triceps, ton pec vont avoir une relation dans le sens où les deux vont avoir une influence sur la production de la testostérone. Fait que si on aurait un ratio qui serait problématique, on pourrait peut-être pointer vers de l'aromatisation ou des choses comme ça. Fait que quand il y en a qui highlight ensemble, puis surtout si notre écart type ici est très élevé, ben, on peut regarder s'il n'y a pas un problème au niveau de la présence des hormones. Là, dans ton cas, on ne voit rien. On semble avoir une bonne balance hormonale. Il n'y a rien de très, très, très élevé. Dans tes plis qui sont un petit peu plus élevés, on a le suprailiaque, qui est dans le fond celui-ci, qui est pas mal relié à ton cortisol, mais je m'attends à ce qu'il soit quand même élevé dans le sens où, pas ton cortisol, excuse-moi, à ton insuline. On s'attend à ce qu'elle soit quand même assez élevée parce que, comme je te disais, tu n'as pas une super bonne sensibilité à l'insuline. Fait que, la gestion de ton glucose, ça va toujours venir avec. Surtout si tu es plus stressé, ça va devenir de pire en pire. Celle qui couple avec, c'est l'ombilical. Lui a sorti highlighté parce que tu as un écart de 16%, ce qui est vraiment pas conséquent là, par rapport à ton échantillonnage type. Fait que, je pointe pas vers un problème important de résistance à l'insuline. On n'ira pas dans des protocoles pour ramener ça. Mais c'est normal que ce soit les deux plus hauts présentement parce que c'est vraiment ce qui sort et ça va avec ce qu'on a déjà vu là, dans ton profil neurologique. Autrement, bon, ta somme actuelle au niveau de tes plis est à 94,9, ce qui est excellent par rapport à une bonne composition corporelle. Là. Puis si on regarde le calcul du logiciel, on a une composition corporelle à 15,1% de gras. On en a déjà parlé ensemble, je pense. C'est autour de ça, en règle générale, de toute façon, que toi, tu te sens le plus en forme et le plus solide du point de vue blessure. Un métabolisme de base au repos qui est à 2082. Fait que, on a quand même besoin d'un bon apport calorique. Là. Fait que, au niveau de ta nutrition, c'est sûr qu'on va regarder où ce que tu en es rendu. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué là-dessus. Là, on s'entend, ça c'est de repos. C'est ce qu'il faudrait manger pour que ton corps soit juste capable de respirer et fonctionner. Tu t'entraînes en dehors de ça, tu travailles, fait que ça va être largement plus que ça. Dans le fond, posture, ce que je veux voir, c'est surtout ton alignement squelettique actuel. Il n'y a personne qui a une posture parfaite. Là. Puis bien honnêtement, on s'en fout. On ne cherche pas à améliorer ta posture, sauf si elle crée des gros troubles d'engagement ou des troubles de mobilité importants. Fait, on veut surtout commencer à établir qu'est-ce que je vais voir dans mes prochains tests, puis qu'est-ce que je veux surveiller plus attentivement. Fait que fais juste 2-3 pas sur place, puis après ça, tiens-toi là sans bouger. Fais comme si tu marchais de la langue. Normalement, si on n'a rien vu au niveau de l'épaule, effectivement, on devrait rien voir à ce niveau-là. Là, tu regardes la différence entre les côtés, voir si c'est bien. Oui, exact. Ce que je veux voir, c'est est-ce que c'est à la même hauteur. Des fois, il va y avoir un problème d'élévation. C'est comme là, si on regarde présentement au niveau de tes pouces, son alignement est un peu plus à l'interne. Donc, on voit qu'il y a une petite rotation interne au niveau de son épaule, mais elle n'est pas très prononcée non plus. Mais c'est égal des deux côtés. Ce qui m'intéresse majoritairement dans mon cas, c'est voir s'il y a des inégalités plus entre les côtés que d'autres choses. Parce que si les deux sont pareils, là, à date, tout va bien de ce point de vue-là. Si les deux sont pareils, j'aurais pas nécessairement des gros travails unilatéraux à faire par la suite pour la correction. Tu peux t'avancer un petit peu. Là, va toucher tes orteils, je vais te regarder la lumière de ta colonne. Tu vas pouvoir te redresser mais tranquillement. Bon, parfait. Tu vois, présentement, c'est quand même bien aligné dans la symétrie des côtés. Les deux seuls petits problèmes qu'on voit au niveau de la posture, c'est plus dans ta rotation interne, le pied plat. Mais le pied plat, on savait déjà qu'on allait voir ça, là, on s'attend à ça. Fait qu'on va porter un petit peu plus d'attention au niveau de tes genoux et de leur engagement dans les autres tests. Donc, on va regarder un petit peu côté mobilité motricité. On sait qu'il y a des petits détails au niveau de la posture. Ce qu'on veut voir, c'est si ça influence son mouvement, puis si ça l'influence, de quelle façon, dans quelle proportion. Si c'est un manque de mobilité, on va travailler là-dessus. Si c'est un problème moteur, ben, on va aller tester. Donc, ça se peut que les tests ne nous donnent pas une réponse claire tout de suite. Ça se peut que oui. Si c'est pas clair, de toute façon, tantôt, on va aller clarifier les choses à la table de massage, puis on va regarder au niveau de l'engagement biomécanique. Fait
C'est pas super complexe. Je vais faire un mouvement. Te demander d'essayer de le reproduire au mieux de ta capacité. On va commencer au niveau du creux de la hanche, main complètement large, le snatch grip, au-dessus de la tête, légèrement en arrière. On va prendre une largeur avec laquelle toi tu es à l'aise pour faire un squat. Je veux qu'on squatte le plus bas possible, puis qu'on tu vas pouvoir le faire face à nous. Okay. Là, tu vois, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que tu inities ton mouvement dans ton genou au lieu de l'initier dans ta hanche. Sinon, l'amplitude est bonne. L'équilibre avec tes bras, ça fonctionne bien aussi, mais c'est vraiment dans ton initiation au mouvement. Là, tu ne le fais vraiment pas par le gros muscle. Ça devrait toujours partir en hinge après ça dans ton genou, surtout avec une charge qui est en arrière comme ça. Donc, on va regarder en simplifiant un peu si on n'est pas capable de corriger ce problématique-là. Ce que je vais faire, je vais te le faire toucher. On va faire exactement le même principe qu'on va faire. Prends la main bleue, mais couche-toi sur le dos, avec les jambes tendues au sol. Tu vas le porter complètement si tu es capable, parfait. Puis à partir de là, est-ce que tu es capable de ramener tes jambes, tes genoux vers ton chest? Bon, parfait. Fait que tu vois, il n'y a pas de mouvement antérieur au niveau du bassin. Là, on a stabilisé ta hanche au sol. C'est sûr que tu n'as pas le choix de partir de tes hip flexors, mais tu n'as pas tendance à commencer à plier les genoux avant de commencer à soulever au niveau de ta hanche. Fait qu'on a des chances d'avoir besoin de regarder ce qui se passe au niveau des fléchisseurs. Fait que le prochain test, ça va être assez simple. On va avoir notre bâton sur les épaules comme une position squat. Tu vas venir t'installer ici, puis quand je regarde vers le sol, moi je ne devrais pas pouvoir voir la pointe de mes orteils, elle va être masquée par le bâton. Tout ce qu'on va venir faire, c'est l'enjamber comme ça ici. Ça, on va y retourner. On va resetter notre position, et on va commencer avec l'autre jambe. Donc là, tu vois ce qu'on peut remarquer, c'est que tu as tendance à commencer un petit peu en rotation interne, puis après ça, revenir normalement au lieu de juste lever avec le fléchisseur. Je devrais avoir la même chose de l'autre côté parce que tu l'as fait avec les deux jambes, on va quand même regarder. Tu vois, c'est un peu mieux de ce côté-là sur ta jambe arrière, mais c'est encore présent. On va quand même aller le confirmer tantôt pour voir si c'est vraiment ton hip flexor qui est problématique parce que ça peut aussi être ton droit du fémur qui participe à la même action puis qui est relié à ton genou. On va venir switcher un peu notre focus, on va le regarder un peu au niveau des épaules. Main droite en haut, main gauche en bas. Là, tu vas sûrement pouvoir faire un peu mieux que moi. On va essayer de regarder si tu es capable de toucher tes mains. Juste mettre ça un petit peu. Puis on peut voir qu'on a un wing blade qui est très léger, mais qui est quand même présent. Puis on va regarder ici, dans le fond, comme on peut voir, si on trace une ligne entre ta cage thoracique et ton triceps, que si je te demande de créer une extension, tu es obligé de provoquer une hyper-extension thoracique. On ne peut pas rester dans ton axe. Je vais te demander, donne-toi du lousse, garde ta prise, mais pour être confortable dans ta position. Puis on va venir ici utiliser une ligne. Fait que là, tu as ta main droite en haut, tu vas voir ta jambe droite qui va être fixe. Puis on va utiliser la ligne au sol comme un fil de fer. Fait on va venir faire un lunge pas tellement long, mais sur la même ligne. Puis ramener le genou vers le talon en avant. Oh, parfait. Fait il y a une petite instabilité au niveau du gainage abdominal qui se passe. Probablement qu'on va devoir checker au bout de ton carnet des longs. On va confirmer avec d'autres tests par la suite. On va refaire les épaules avec la position de main inversée. Tu vois déjà l'amplitude est un peu moins grande. Le wing blade est un petit peu plus présent. Ça, c'est ton épaule que tu fais traiter? Ouais. Ça ressemble ça. En voyant senti. Donne-toi du lousse, on va retourner faire le inline lunge.
Fait que la petite instabilité est un peu moins forte là. Mais toujours là. Là, on sait qu'au niveau de la hanche, il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas encore sûr à 100% si ça part de ton quad ou de ton réflexeur. J'ai quand même fort doute que ça part du réflexeur. On sait qu'il y a de quoi qui se passe au niveau de l'épaule. Puis tranquillement, on peut commencer à voir qu'il y a un problème dans le lien entre le tronc, le bas et le haut du corps. Fait on va faire un test vraiment plus spécifique à ça. Probablement un deuxième par la suite. On va se placer ici. Là, tu vas être sur ton ventre, tes orteils plantés comme si tu voulais faire un push-up. Tes pouces vont être à la hauteur du haut de ton front, bras à 90 comme ça ici. Puis on veut se soulever d'un trait tout en même temps. Fait, je ne veux pas que tes hanches lèvent ou tes épaules avant le reste. Tu vois, là, tu es obligé de commencer ton push-up en avant avec tes épaules. Ce que tu vas faire, c'est qu'on va refaire le même test, mais avec tes pouces à la hauteur de ton dos. Non, mais à la hauteur, mais à la même largeur. Excuse. Okay. Fait que tes mains un peu plus basses. On a encore la même problématique. On va venir à la hauteur du menton. Non, toujours pareil. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais ça part un petit peu plus de temps. Fait qu'on va tester le lien dans une autre façon de faire. On est ici. Tes jambes, largeur des hanches, tes bras, largeur des épaules. Ce qu'on va regarder, c'est les torsions au niveau de ta colonne. On va venir croiser ici, puis on va aller en extension des deux côtés, en essayant de maintenir une ligne droite au niveau des hanches puis des épaules. Tu vois, là, présentement, tes épaules sont super stables, mais ton bassin, il décale puis il shift. Même principe de ce côté-là. Ça part plus de ton bas de corps, ta stabilité d'épaule, dans le lien de transfert entre les deux. Et ça, c'est un point qui est important à regarder parce que tout ce que tu vas faire, c'est toujours un transfert de charge du sol vers le haut de ton corps ou du haut de ton corps vers le sol. Dépendamment du mouvement. Puis s'il y a un point faible dans la chaîne, présentement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du tronc, bien, tu vas toujours être limité à ce que tu es capable de stabiliser dans ce zone-là. Le présentement, on est juste bodyweight, toutes les stabilisations qui sont difficiles. Si on ramène des grosses charges au-dessus de la tête, on risque d'avoir des problématiques plus importantes. Fait on va rapprocher ça ici. On va revenir sur ta hanche parce que ton épaule, j'ai plus vraiment besoin de la regarder ici, ça va se passer plus sur l'autre côté. Je veux voir ce qui se passe au niveau de tes contractions et tes réflexes dans l'engagement moteur dans ta hanche, ça va un peu plus vite. On va commencer avec une vitesse modérée, on va faire un step-up. Fait que une jambe en haut, l'autre jambe en bas. Ta jambe qui est en bas, tu soulèves tes orteils pour ne pas pousser dans tes orteils. Tes mains en avant, tu regardes vers le plafond. On se relève sans déposer la jambe sur le step, puis on retourne. Excellent. L'autre jambe. Tu vois, ça va super bien. OK. De ce point de vue-là, avec une vitesse modérée, tu as quand même un bel engagement si on y va du point de vue unilatéral. On va aller avec quelque chose qui est beaucoup plus rapide et qui implique ton stretch reflex. On va s'installer comme ça ici. Puis, je veux que tu puisses rappeler tes orteils. Fais-le pas, mais tu dois avoir c'est à peu près cette distance-là par rapport au step. On va se tenir sur une jambe, les mains en face. Puis, c'est pas de sauter en bas, c'est de te laisser tomber. Fait, on va prendre mon équilibre, comme ça ici. Je me laisse tomber, je veux juste faire ma réception. Les mains en avant. Ouais. Ouais. Tu vois là, quand on tombe dans le plus rapide, on a de la difficulté avec supination-pronation du pied. Ça nous amène avec un déséquilibre aussi au niveau de la fesse. Il y a eu un fire qui s'est fait moins bien de ce point de vue-là. Donc, ce côté-là, c'est encore plus fort au niveau de la fesse, un peu moins fort au niveau du pied. Tu es plus stable de cette cheville-là que de l'autre. C'est celui-là que tu avais fracturé? Oui. Ouais. Mais dans ce temps-là, ça a que ça soude un petit peu plus fort. OK. Ça va bien. Donc, on va pouvoir, on va regarder un petit peu plus ta massage d'engagement de mécanique.
Fait que tests biomécaniques, dans le fond, vont nous servir un peu à confirmer ceux qu'on n'est pas certain. Fait que c'est pas complexe, ça va tout le temps être un mouvement de position. Fait que je vais te faire produire une position. Et après ça, soit je vais te demander de bouger contre moi, ou soit que moi je vais te demander de rester immobile contre moi qui va essayer de produire un mouvement. Puis ce qu'on veut voir dans le fond, c'est s'il y a une compensation intra- ou extramusculaire quand je te demande une contraction de ton muscle. Une compensation intramusculaire, par exemple, ce serait d'impliquer ton biceps en fléchissant ton coude quand j'essaie de produire un mouvement sur l'autre portion du biceps. Puis, compensation extramusculaire, par exemple, c'est si je pousse sur ton deltoïde postérieur, tu lèves la fesse du côté opposé. Là, tu essaies d'engager toute la chaîne en spiralée pour être capable de produire plus de force dans ton deltoïde. Après ça, je veux voir s'il y a une latence de contraction. Ça devrait être très rare qu'on va en voir une, mais moi, je ne devrais pas sentir un temps entre le temps où tu produis une contraction quand je te le demande, puis le temps où je t'ai donné le signal. Puis, la dernière chose qu'on veut voir, c'est bon, y a-t-il de la force, y a-t-il de la force dans toute la courbe de force en tant que telle. Fait que ce que tu veux retenir, toi, c'est que je te place en position. Quand je te dis résiste, tu résistes de toutes tes forces. Avant ça, tu n'essaies pas de te préparer, de te crisper en disant il ne bougera pas. Tu vas juste fausser certains résultats. Puis de toute façon, tu ne peux pas vraiment aller à l'encontre. Là. Tu l'as déjà vécu. Quand ça ne veut pas, ça ne veut juste pas. Fait on a vu quelque chose au niveau de la stabilité du tronc. Fait qu'on va commencer par celui-là. On va le faire debout. Puis toi, tu vas vouloir ramener ton corps en position droite comme ça ici. C'est bon? Ouais. Résiste. Excellent. L'autre côté. Résiste. Oh, ça se passe super bien. Fait, ça devrait ressembler un peu à ça. Quand ça bouge, ça bouge. Quand ça bouge pas, ça bouge pas. Fait tu peux enlever tes souliers. On va se commencer couché sur le ventre avec la tête par là parce que ton long bras, on va avoir besoin d'espace tantôt. Fait on a vu quelque chose tantôt au niveau de tes fessiers. On va juste aller confirmer qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait je vais commencer par le grand fessier. Tu vas tenir ta jambe en l'air comme ça ici. Moi, je vais venir pousser ton genou vers la table. Tu restes en haut. C'est bon? Ouais. Résiste. OK. C'est pas si mal. Ça pourrait être un peu plus fort. Résiste. OK. Par contre, c'est sensiblement la même chose des deux côtés. J'aime ça regarder toute la chaîne jusqu'à temps que je trouve que tout fonctionne à 100%. Fait que là, le fessier est souvent assisté par tes ischio-jambiers. Fait qu'on va venir regarder la force de tes ischio-jambiers. Fait que moi, je vais venir tirer, puis toi, tu vas faire un leg curl pour rester vers ta jambe. Résiste. Excellent. Ça va super bien. Je vais juste faire dans l'autre axe ici pour voir l'autre portion de ton ischio. Résiste. OK, encore mieux. Résiste. Super. Pas de crampe? Non. Résiste. OK. Tu vois, celui-là, tu as tendance à utiliser un petit peu plus ton mollet. Fait, quand on regarde avec l'angle de ton pied, je veux essayer d'isoler un petit peu l'action du semi-tendineux, semi-membraneux. Puis avec l'autre angle, ton biceps fémoral. Puis ta jambe gauche, ça va super bien pour les deux engagements. Puis ta jambe droite, ton biceps fémoral, tu as tendance à shifter dans tes mollets beaucoup plus. Fait, tu l'actives moins facilement. On va regarder, dans le fond, l'autre segment qui vient au-dessus, au niveau des extenseurs lombaires. Fait, mets tes mains derrière ta tête. Moi, je vais tenir tes talons. Je vais te demander de soulever le haut de ton corps le plus que tu peux. OK, parfait. Fait que là, tu vois, on pense un petit peu plus avec ta jambe droite. Fait qu'on va y enlever de la force. On va refaire la même chose. Puis, on a une petite perte de force. C'est pas excessif, mais tu vois, tu as tendance à pas forcer égal les deux côtés à ce niveau-là. Fait qu'on va travailler sur des exercices d'activation plus spécifiques à ça plus tard. Je veux faire le lien avec ton cou. Fait, soulève ta tête jusqu'à temps que tu te vas appuyer dans ma main. Je vais pousser contre ta tête. Toi, tu veux rester en place. Résiste. Super. Ça va très très bien. Fait on va revenir dans tes hanches un peu plus tard. Et pendant que tu es sur le ventre, je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de tes épaules. Fait viens un petit peu plus sur le côté de la table. On va prendre ton bras ici, comme ça. Fait moi, je pousse. Toi, tu restes en haut. Résiste. Okay. Tu vois, on parlait de compensation extramusculaire, là, pas mal ça qui se passe. Là. Pour que ton épaule soit forte, tu as besoin d'activer ta hanche de l'autre côté. Fait que je vais faire un peu le même principe pour ton rhomboïde ici. Fait que je pousse, tu restes en haut, résiste. Ça prend un peu plus de force.
Ici, je veux décoller ton pouce, toi, tu veux rester collé sur le côté. Résiste. Donc là, tu vois, tu impliques automatiquement ton biceps au lieu de ton lat. Fait que, au niveau de ta ceinture scapulaire, il y a un petit peu de rééducation, mettons, dans ton engagement à refaire. On va faire la même chose de ce côté-ci. Résiste. Beaucoup plus fort de ce côté-là. Résiste. Résiste. Okay. Tu vois, tu as la même compensation, mais pour le reste, c'est beaucoup mieux. Fait qu'on va aller regarder un petit peu au niveau trapèze inférieur. Je vais prendre ta main. On va se placer ici. Thumbs up. Reste en haut. Moi, je pousse. Toi, tu essaies de rester là. Résiste. Ok, ça manque beaucoup de force. Résiste. Ok, c'est pire encore. Ben ça c'est correct, là. C'est souvent ça qui se passe, surtout avec le sport qu'on fait. T'sais. On pousse, on tire aussi, mais on tire rarement nos épaules par en bas. Là. On va se tourner sur le dos. Fait que je retourne un peu vers tes hanches. Fait que tantôt on parlait de ton hip flexor. Fait que on va le tester. Dans un test, garde ton genou tendu. Parfait. Ta jambe va rester en l'air. Moi je vais pousser pour ramener ton talon. Toi tu veux rester là. Résiste. OK. De ce point de vue-là, il contracte super fort si j'implique ton quad aussi. Je vais faire l'autre côté, puis après ça, on va regarder plus spécifiquement au niveau du hip flexor. Ça ici, résiste. OK. On va aller regarder au niveau de ta fesse, comme ceci. Fait que tes orteils restent vers l'extérieur. Je pousse à l'intérieur. Toi, tu restes là. Résiste. OK. Tu vois le moyen fessier largement moins fort que ton grand fessier. Même chose, résiste. OK. Pareil de ce côté-ci. On a vu que ton trapèze inférieur, il y avait un gros manque de contraction. Fait que, en temps normal, je fais toujours le lien avec ton dentelé antérieur, ton petit pic. On l'a déjà vu dans le passé, dans ton cas, ils sont super forts. Là. Mais on va quand même valider que c'est encore ça. Tu soulèves ton omoplate. Moi, je veux ramener l'omoplate sur la table. Tu veux rester ici. Résiste. Tu vois pas grand-chose qui se passe. Résiste. Encore plus fort de ce côté. Ce qu'il faut ramener beaucoup, c'est présentement ta ceinture scapulaire du point de vue de tout ce qui est arrière dans ton corps. Là. Ton deltoïde postérieur, tu as de la difficulté à l'engager sans compenser, tu as de la difficulté à engager ton lat des deux côtés, puis ça, c'est vraiment plus fort. Trapèze inférieur, rhomboïde, ils ont de la misère aussi. Fait que, tout ce qui déplace ton omoplate pour le ramener en arrière puis en bas, c'est pas aussi fort que ce qui te permet de le retracter sur les côtés puis en avant. Fait, ça explique pourquoi tu as problématique de rotation interne. Mais ça, c'est important qu'on le travaille fortement. Ça va beaucoup être dans ta sélection pre-ab et ta sélection de grip dans tes exercices aussi. Fait qu'on va s'asseoir par là-bas. Mets tes mains en arrière pour te placer en position complètement droite, puis essaie de soulever ta jambe droite. Excellent. Ok, ça va super bien. Ta jambe gauche. Bon, fait que là, tu vois, tantôt, on avait un lien qui se passait au niveau de ton genou, tes fessiers, tes hip flexors. Là, si on regarde au niveau des quads, à date, tu réponds super bien. Fait que, comme le premier test qui était le plus tough, tu l'as passé tout de suite. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Hip flexor, tu as passé les deux tests aussi. Là, au niveau du fessier, grand fessier, c'était correct, mais pas très très fort. Moyen fessier, presque rien. Là, je vais aller voir petit fessier parce qu'il y a quand même un lien à faire avec le moyen. Fait, on tombe ici. Je pousse vers l'intérieur du reste là. Résiste. Ok, ça c'est très fort. On va regarder l'autre orientation de la fibre. Je pousse vers l'intérieur du reste là. Résiste. On va venir faire. Résiste. Ok, cette jambe-là est un peu moins forte. Résiste. Excellent. Bon, parfait. Puis on va aller regarder ta courbe des rotateurs. Je sais que présentement tu travailles beaucoup. Là. Fait que tes bras en haut comme ça ici. Fait que je pousse. Toi tu restes là. Résiste. Super. Résiste. On va aller regarder comme ça ici en premier. Fait que je pousse vers le bas, tu restes en haut. Résiste. On va changer l'angle de ton pouce.
résiste. Puis comme ça ici finalement. Parfait. Ça m'aurait surpris que le dernier soit pas fort. Là. Ton biceps il compense beaucoup pour ton lat, c'est normal qu'il soit bon. Résiste. Ta coiffe des rotateurs est top shape aussi. Résiste. Résiste. OK. Fait que dernière chose que je veux voir, on va placer les mains comme ça. On va aller regarder ton sous-scapulaire. Fait que moi je veux ouvrir, toi tu veux rester là. Résiste. Parfait. Quasiment plus me faire flipper l'autre bord. Résiste. Excellent. OK, c'est bon. C'est pas mal ça qu'on avait à voir. Fait que tu sais, t'as des petits problèmes de stabilité qui sont pas mal plus dus à tes engagements de force dans certains groupes de ton corps. Fait que, tu sais, du point de vue des problématiques générales que je vois le plus souvent, on en avait déjà pas mal corrigé, c'est rester fort. Dans le sens où ton carré est long, il est encore super fort, tes extenseurs lombaires, ça va bien aussi. Le lien dans tes extenseurs sur toute ta colonne est là. Là, présentement, ce qui est plus arrivé, c'est au niveau de tes fessiers. T'sais, on avait bâti beaucoup de force, puis tu en as perdu beaucoup aussi. Celui qui est le plus fort présentement, c'est le petit fessier, c'est celui qui devrait être techniquement le moins fort de la gang. Fait que beaucoup de travail à réactiver ça, ça va servir pas mal pour la santé de tes hanches. Ça va permettre aussi que tu cherches moins à compenser dans ton engagement de ton squat. Après ça, au niveau de tes épaules, ben, tu le vois avec Mathieu. Là, ce qui reste à travailler un petit peu plus de notre côté, c'est tout ce qui est postérieur, puis engagement de ton omoplate beaucoup, parce que le mouvement se fait trop vers le haut ou vers les côtés, mais la force pour ramener vers le bas n'est pas là. Fait que, la problématique que ça va nous amener, c'est dans les mouvements chargés au-dessus de la tête. Tu vas manquer de stabilité dans ton épaule, le risque de blessure est plus grand. Puis, si tu fais le parallèle au Jiu, ben, tous les mouvements où on va isoler tes bras, mettons en bande, tout ça, ben, ça va être encore plus facile de t'amener là si on réussit à t'amener assez haut. Puis les risques que tu te blesses en le faisant vont être plus grands aussi. Fait, dans la prévention, ça va être beaucoup ça. De toute façon, c'est pas mal notre objectif de départ. Puis après ça, on va ramener la force dans le reste. Fait au début, ça va être ça, de faire les exercices pour stabiliser ça. C'est plus que tu vas faire à la maison. Puis les choix des exercices principaux qu'on va faire tes lundis, mercredis ici, ça va être d'essayer d'intégrer ce que tu as fait à la maison dans les mouvements plus complets. Pour résumer tout ce qu'on a fait, là, on a regardé un peu toutes les facettes de ta posture, ta biomécanique, ta mobilité. On a regardé ton profilage neurologique, où est-ce qu'on en était rendu dans ta composition corporelle, ta nutrition, ainsi de suite. Fait que, les stratégies qu'on va adopter vont s'en aller dans le sens de ce qu'on a découvert comme problématique. On est dans la réparation puis la restructuration. Fait que, du point de vue supplément, le protocole que tu as actuellement fonctionne bien. Ce que j'aimerais regarder, c'est peut-être un petit peu plus au niveau de la régularité de la glycine. Parce que dans ton cas, je pense que d'y aller plus sporadique ne sera pas nécessairement aussi efficace que d'y aller plus continuel. J'aime pas tomber dans la réaction quand tu tombes trop fort dans le cortisol. J'aime mieux prévoir le coup. Point de vue nutritionnel, ça va être ça beaucoup aussi. Mieux gérer tes apports en glucides, mais surtout les timings sur lesquels tu vas le faire. Je veux qu'on réussisse à amener le plus gros de tes glucides autour des périodes de stress et de training important. C'est pas des gros ajustements, mais on va quand même travailler un petit peu plus spécifiquement là-dessus. Du point de vue training en tant que tel, on a vu quelques problématiques, là. Je te l'ai résumé tantôt. Ce qu'on va vouloir faire, c'est beaucoup miser sur reprogrammer les plus petites facettes de ton système nerveux dans tes trainings faire à la maison. Puis, dans les trainings de gym, réinclure ça dans des mouvements un peu plus complexes, puis réapprendre ton corps à faire des choses simples, mais dans des choses plus lourdes, qui demandent plus de synchronisme, puis plus d'engagement dans différents muscles.